voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. Bonsoir Lomé, bonsoir Kara, bonsoir Namtougou, bonsoir Bassa, Mango, Sotoboa, Sokodia, Takbame, Tchevier, Nonchen, bonsoir Tabligbo, Anéran, bonsoir à Takbame, bonsoir au vaillant peuple togolais qui continue de lutter contre la plus vieille dictature en Afrique qu'est le Togo. Bienvenue dans votre émission, La Voix du Peuple sur Radio Avou l'été. Coucou le Titinta et Fédération sur l'Afrique sur Radio Canal K, basé en Suisse alémanique. Nous sommes au Togo. Nous allons paraphraser à Fessio à l'entame de cette émission. À Fessio qui a été arrêté depuis le 12 janvier de cette année. À Fessio a dit dans l'un de ses poèmes, je cite, « Chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. » Amis panafricains, Togolais de la diaspora togolais au Togo, nous devons tout faire pour libérer Afessio. Mais avant, même cela, avant Afessio, il y avait plusieurs prisonniers politiques. Une femme dont je salue son courage, Léla. Il y a aussi Jean-Paul Omolo qui fait déjà plus de 3 ans en prison. Nous devons tout faire pour libérer nos prisonniers politiques. Bienvenue dans l'émission, une émission du peuple par le peuple. Comment maintenir la mobilisation contre la dictature au Togo après le boycott massif des élections municipales de 2025 par le peuple? Le débat citoyen va tourner autour des engagements citoyens, la résistance. Et nous allons en parler avec nos invités que nous allons vous présenter dans quelques minutes. Mais bien avant cela, nous allons prendre également en ligne depuis Lomé notre confrère Jérôme Sossou, directeur du journal Le Triangle des Enjeux. Bonsoir Jérôme Sossou, depuis Lomé. Oui, bonsoir Sylvain Amos, bonsoir à tous les auditeurs, aux auditrices à travers le monde et depuis leur position. Merci beaucoup de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Votre journal paru le 30 juillet dernier nous a vraiment intéressé à notre rédaction de Radio Avou l'été. Et alors, vous allez parler au moins de 2 titres essentiels parus le 30 juillet de votre journal Le Triangle des Enjeux, Jérôme Sossou. Alors, vous titrez à la une, non, Diomaye Faye au Togo, où 2 pôles opposés, une visite dans un climat de répression. Je pense que vous parlez des répressions des 26, 27 et 28 juin dernier à Lomé au Togo. Alors pour vous, vous dites, donc vous dites une visite dans un climat de répression, la colère de Guy Marius Sagna. Et en même temps, vous écrivez également quand la démocratie tente de légitimer la dictature. Il est bien vrai que Diomaye Faye, le président sénégalais, a été reçu à Kara par Faure Gnassingbé le 28 juillet dernier. Jérôme Sossou. Oui, vous savez que le Sénégal, c'est une grande démocratie et que le Togo, c'est une grande dictature. Et donc, le Togo et le Sénégal, c'est 2 pôles diamétralement opposés. Et que Diomaye Faye, qui a été élu démocratiquement, on a vu comment il est venu au pouvoir, par des élections assez limpides et claires. On a vu également comment si M. Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir au Togo. Et jusqu'à ce jour, tout ce qu'on a fait, les tripatouages, jusqu'à ce qu'on ne change complètement la constitution à un régime parlementaire qui, en tout cas, donne le pouvoir à vie à M. Faure Gnassingbé. Et donc, aujourd'hui, ça fait une démocratie qui s'oppose enfin, une démocratie sénégalaise et une dictature togolaise qui, en tout cas pour nous, sont des pôles opposés. Et maintenant que le concitoyen du président sénégalais, Diomaye Faye, était arrivé au Togo et qui a été sauvagement battu le 29 septembre 2024, si on a encore bonne mémoire, lors d'un meeting avec son homologue député Adjamagbo.
et que jusqu'à ce jour, en tout cas à notre connaissance, ni le chef de l'État togolais, c'est-à-dire ni M. Faure Gnassingbé, ni M. Diomaye Faye, président du Sénégalais, n'ont dit aucun mot juste à propos de ce sujet jusqu'à ce jour, ni même le Parlement de la CEDEAO auquel appartient justement Guy Mario Sagna n'a dit aucun mot sur ça, et qu'aujourd'hui, Diomaye Faye est venu en visite au Togo au moment même où la démocratie a encore sévi, hein, le 6 juin, le 26 juin, le 27 juin et le 28 juin au Togo, et on a dénombré beaucoup de morts, une violence excessive, une violence inouïe sur le peuple togolais, et jusqu'à même quand on a déniché, qu'on a pêché des citoyens togolais, même si on dit que ces jeunes noyés n'ont aucun lien avec ce qui s'était passé pendant cette période-là, mais dans tous les cas, on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que Diomaye Faye pouvait quand même accepter de venir en tout cas en visite dans un pays où on a battu même son compatriote, on a battu un membre de son parti politique, et que lui-même n'a daigné dire rien par rapport à ça, et venir en tout cas au Togo en cette période-là même de violence où rien n'est encore élucidé par rapport à tout ce qui s'est passé. Et pour nous, on considère ça comme la démocratie qui est en tout cas en train de légitimer la dictature, parce que on semble croire que, en tout cas, à un moment donné ou à cette période-là, M. Faure Gnassingbé est un peu plus écarté par rapport, ou est mis en marche par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et donc, il cherchait quelqu'un qui peut venir légitimer. Et donc, M. Diomaye Faye, pour nous, était tombé dans ce piège, il était venu quand même légitimer cette dictature-là. Surtout, on insiste là-dessus, surtout que un membre de son parti politique, un concitoyen de son pays a été un député de surcroît du Parlement de la CEDEAO, a été sauvagement battu au Togo, et que lui, en tant que président de la République élu démocratiquement au Sénégal, n'a pu quand même lever un seul doigt, n'a pu quand même produire le moins de communiqué pour que, du moins, pour dénoncer tout à fait ce qui s'était passé. Dans tous les cas, on a dit que, bon, depuis là, on cherche à voir si, véritablement, Diomaye Faye a pu quand même dire un mot par rapport à ça. Si le chef de l'État Togo, si M. Faure Gnassingbé n'avait rien dit par rapport, si le Parlement de la CEDEAO, auquel appartient Guy Mario Sagna, qui d'ailleurs s'est révolté contre la visite de Diomaye Faye au Togo. Et donc, nous avons conclu que peut-être il est venu en tant que démocrate, en tant que pays de démocratie, pour légitimer un pays... un pays de dictature. Tout à fait. Alors, Jérôme Sossou, dans votre journal du 30 juillet dernier, vous titrez aussi à la une, vous avez parlé des Vala de 2025, et selon un membre du gouvernement, la jeunesse, ou bien certains jeunes, ont encensé Faure Gnassingbé Ankara à travers cette tradition des Vala. Vous écrivez à la une, silence éloquent des jeunes et Vala, métaphore de funérailles. Faure Gnassingbé face à la réalité de l'heure, Jérôme Sossou. Oui, tout à fait. Faure Gnassingbé aujourd'hui face à la réalité de l'heure. On a vu au cours de cette même festivité des Evala qu'un individu a déjà montré ou a déjà confirmé tout ce que les Togolais disaient par rapport à la faim qui les prend par le cou, et ou la faim qui tape tous les jours à la porte. Mais on a considéré ça comme c'est du montage, c'est du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé est face à la réalité de l'heure. Et
il avait parlé, en tout cas à ses frères et sœurs, ses parents du Nord, en langue locale, en kabyle. Et nous avions réussi par le biais de nos concitoyens, par le biais de nos frères du Nord, du Togo, on a réussi à transcrire le message, le dialogue que le chef de l'État faisait avec ses frères du Nord. On a transcrit ce message-là en français. Et dans le message, on a compris que les jeunes voulaient quand même prouver au chef de l'État ou à M. Faure-Gnassingbé que véritablement ils ont fait. Et puisque le chef de l'État même, M. Faure-Gnassingbé, a constaté que les jeunes ont fait, c'est pourquoi il leur avait demandé si vous avez fait. Et comme habituellement, il venait à la fin des événements, et les jeunes venaient lui danser, les jeunes étaient en tout cas très joyeux, très contents, dansaient pour lui. Et cette fois-ci, les jeunes étaient silencieux. Il le regardait, et ce qui a fait même étonner le chef de l'État pour dire que est-ce qu'ils ont fait, s'ils ont fait, qu'ils vont leur demander d'aller manger comme ça la prochaine fois qu'ils vont leur recevoir. Et ou alors, ils sont restés comme s'ils sont au funéraire. Moi, on a déduit par rapport à cette métaphore, je suis sûr que M. Atakpama est là, il viendra appuyer peut-être ce que nous sommes en train de dire, puisque lui aussi avait fait une analyse assez éloquente, assez approfondie par rapport à ce que nous sommes en train de dire ou ce que nous avons mis dans le journal, pour dire que réellement, en tout cas, ces jeunes, pour nous, sont venus en tout cas pour enterrer le système qui les a vus grandir, puisque des gens parmi eux ont 20 ans ou un peu plus de 20 ans, et ils ont connu que peut-être le gérant Eyadema et son fils, M. Faure-Gnassingbé, qui gouverne le pays jusqu'à ce jour, et qui, en tout cas pour eux, ne leur a pas donné suffisamment la possibilité de détacher leur soif de faim, de les voir épanouir, de faire déclare leur talent, de déclare leurs compétences, et de montrer tout ce qu'ils savent faire pour quand même permettre à ce qu'ils vivent décemment. Et donc, les jeunes là, silencieusement, tranquillement, ils ont dit, en tout cas pour nous, c'est un message assez fort, assez solide qu'on a envoyé à M. Faure-Gnassingbé et tout le Bataclan de cadres de la région qui l'ont accompagné. Mais sauf que on a constaté que ce message que les jeunes sont en train d'envoyer à M. Faure-Gnassingbé, qui peut-être ne l'a pas compris et qui tente de minimiser ce que les jeunes l'ont dit. En réalité, c'est pourquoi, de façon ironique pour nous, il leur demandait s'ils ont fait, s'ils vont aller manger avant de venir danser pour lui, etc., etc. En tout cas, pour nous, nous déduisons que ces jeunes sont en train d'enterrer ou sont en train de faire les funérailles, les cérémonies de funérailles, à un système assez vieux qui les a quand même martyrisés, qui les a quand même causé du tort. En tout cas, merci infiniment, Jérôme Zoussou. Je rappelle que vous êtes directeur du journal Le Triangle des Enjeux. Vous venez de décrypter deux titres, et visite du président sénégalais au Togo, colère de Guy Marius Sagna, et Diomaye Faye qui était reçu à Kara le 28 juillet dernier. Vous avez aussi parlé de l'Evala de cette année, je pense que tout a été dit, tout a été bien résumé. Merci infiniment, Jérôme Zoussou, de nous avoir accompagnés à Ligne depuis Lomé. À très bientôt. Bonsoir. Bonsoir à vous aussi. Merci. Et nous continuons cette émission autour de ce débat citoyen qui, bien évidemment, sera un débat citoyen où nous allons parler sans langue de bois. Alors, comment maintenir la mobilisation contre la dictature au Togo après le boycott massif des élections municipales de 2025 par le peuple? Nous en parlons avec nos invités. On accueille à Lomé Atakpama Nindewa. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir Canal K, bonsoir Radio Avouleté. Merci infiniment. Vous êtes auteur du livre La nuit est longue, mais le jour vient. Un livre qui vient de paraître d'ailleurs environ il y a 3 ou 4 mois déjà. Alors, vous êtes également membre de Ne touche pas à ma constitution au niveau société civile. Toujours à Lomé au Togo, on accueille Binafan Koyan. Bonsoir. Oui, Sylvain, bonsoir. Bonsoir à
à Takpama, bonsoir à Ké, Lawson et Lou, et bonsoir à tout le monde. Nous sommes là pour débattre de notre pays. Que Dieu nous inspire. Merci. Vous êtes secrétaire national des FDR, Force démocratique pour la République. Et de la diaspora au Canada, nous accueillons Ti Alphonse Nyamasadi, Refoumé et Gonale Lawson. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Canal K et Radio Avouleté. Je salue mes copanélistes, M. Atakwama et puis mon frère et ami, le grand résistant Bilan Femme, et également Joël Soussou, directeur du journal Les Triangles, pour l'exposer tout le travail qu'ils font du point de vue journalistique pour porter le combat de libération du peuple togolais. Je les salue et merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Vous êtes leader panafricain, analyste politique, membre fondateur du mouvement Pyramide qui fonde sa stratégie sur la résistance. Alors, c'est une surprise. Hein? Moi, je l'ai eu dans une plateforme que aujourd'hui c'est votre anniversaire. Donc, Radio Avouleté vous souhaite joyeux anniversaire. Ma de non nya digbe mesia, digbe zan bokono, ma non si tout maji, da pa gbezan odi aussi a ti. Akbelon. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est très gentil. Merci. Et à l'entame de cette émission, nous voulons aussi dire à nos amis panafricains, surtout béninois, bonne fête de l'indépendance. Du Bénin, le Bénin et également, comme nous sommes en Suisse, nos amis suisses qui nous suivent également sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté aussi. Bonne fête nationale. Alors, retour dans cette émission sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté. Vous qui nous suivez également sur TikTok, là, tapotez, partagez pour que cette émission aille très loin. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Alors, comment maintenir la mobilisation contre la dictature au Togo après le boycott massif des élections municipales de 2025 par le peuple? Alors, Takpama Nindoa, nous l'avons tous suivi. Hein. Le peuple a dit niet, hein, nous ne voulons plus d'élections au Togo, que ce soit élections présidentielles, les élections municipales, pour le peuple, les élections n'ont plus de sens. Alors, mais le dictateur est toujours là. Quoi faire concrètement après ces élections où on a observé ce boycott massif? Oui, en fait, bon, j'en profite pour dire joyeux anniversaire à Thier. Je te souhaite tout ce qu'il y a de bien et tout le meilleur. Et pour revenir à la question, est-ce que vous m'entendez? Tout le monde m'entend? On vous suit très bien, je vous suis très bien. Ok, pour revenir à la question, pour moi, le peuple n'a pas dit niet à toutes les élections, non. Le peuple dit non à des élections organisées dans le contexte où ce qu'on a vu, en fait. Le peuple ne rejette pas les élections en tant qu'élection, mais c'est que ce scrutin-là n'a pas sa valeur d'être puisque c'était une mascarade et le peuple a vu clair dans le jeu que ça ne servait à rien de perdre beaucoup d'énergie pour légitimer juste une dictature. Donc, le peuple ne rejette pas les élections, mais le peuple veut des élections justes et transparentes dans les règles de l'art. En fait, globalement, c'est ça et c'est ce que nous avons toujours dit. Et en plus, le fait nouveau la dernière fois, c'était que nous étions dans un contexte, dans une situation difficile où nous avons perdu nos enfants, nous avons perdu nos frères, nous avons perdu nos sœurs qui ont été tués, 7 morts, parce qu'ils ont manifesté. Nous avons des gens en prison. On a dit que ce n'était pas au-delà de ce qu'on pense des élections dans ce pays, du contexte dans lequel c'est organisé. Au-delà de tout ça, le moment n'est pas à aller légitimer une dictature. Il fallait résister, faire front. Donc, globalement, c'est ce que je voulais dire avant de continuer. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, d'abord, la première chose que je voudrais faire comprendre, c'est que nous devons être dans la grande stratégie quand nous faisons le combat contre une dictature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça s'est passé en 2019, ça s'est passé en 2020. Juste quand on boycotte une élection, le soir, tout le monde commence à crier « Ah, on a boycotté, mais rien ne s'est passé. » Bah non, ce n'est pas magique que les choses vont se passer.
On a boycotté, on continue à travailler. Ce n'est pas ça, veut dire que ce n'est pas parce qu'on a boycotté, puis la dictature va tomber le jour là même. C'est pour ça que je donne toujours l'exemple de lutte qui ont réussi. C'est qu'on fait la grande stratégie, on pense à l'objectif ultime et pas aux objectifs intermédiaires. C'est ça qu'il faut comprendre, première chose. Deuxième chose, il faut que nous comprenions que quand on parle de mobilisation, on ne parle pas seulement de marche. Souvent, on confond les marches. Les marches, c'est un moyen pour arriver à un objectif, ce n'est pas l'objectif. Et souvent, nous faisons des marches pacifiques et on a l'impression que c'est ça l'objectif. Vous pouvez faire une marche, il n'y a pas beaucoup de monde, mais vous allez être efficace. Vous pouvez faire une marche où il y a beaucoup de monde, mais vous n'allez pas être efficace. Vous pouvez ne même pas faire de marche, faire de techniques et être efficace. Et aujourd'hui, le peuple a gagné beaucoup de combats contre la dictature et c'est ce qu'il faut continuer à faire. Et c'est ce que j'explique dans mon dernier livre, La nuit est longue, mais la révolution vient. La révolution qui vient, c'est des actions efficaces pour avoir l'objectif. D'accord. Je vais recentrer un petit peu le débat parce que je ne voudrais pas qu'on soit trop long. Je comprends votre développement d'ailleurs que j'admire, hein, c'est bien. Alors, ma question était comment maintenir la mobilisation contre la dictature au Togo après le boycott. Vous l'avez dit vous-même. Hein, il y a des Togolais qui disent, mais, ou même des leaders aussi. Hein, oui, après ce boycott, il n'y a plus rien. On ne va plus rien. Donc vous avez décidé de boycotter. Mais nous, on a décidé d'y aller, mais finalement, il n'y a plus rien. Et on a suivi toujours ce vieux débat. Pourquoi vous êtes y allé? C'est vous qui avez appelé le boycott, vous ne devez pas le faire. Et ce vieux débat nous divise toujours. Alors, comment continuer? Comment maintenir la mobilisation maintenant? Oui, il ne faut pas qu'on perde du temps à débattre et à dire telle a tort, telle a raison, puisque la lutte n'est pas finie. Donc, tant que la lutte n'est pas finie, il n'y a pas de qui a raison, qui a tort. Parce que ce boycott-là, c'est dans une stratégie. Ce n'est pas juste le boycott. Et il y a beaucoup de choses qui se font. Pourtant, si vous suivez le débat, du moins, je ne sais pas comment ça se fait dans vos réunions au Togo, mais surtout sur les réseaux sociaux, ce vieux débat revient quand même. Et ce vieux débat se mène par des intellectuels togolais aussi, à Atakpama Nyendoa. Oui, on ne peut pas obliger les gens à ne pas débattre ou à débattre. Et ce qui se passe, c'est que les gens peuvent parler, dire ce qu'ils pensent. Mais ce n'est pas ça qui va m'obliger, moi, à ne pas continuer ce que je fais, ou bien qui va obliger les leaders à s'entre-déchirer parce que des gens sur les réseaux sociaux s'entre-déchirent. Ce n'est pas ça le problème. Aujourd'hui, ce que moi je dis clairement, c'est que quand on dit que chacun fasse sa part, c'est dans un objectif global. Mais il y a des choses à faire et chacun a quelque chose à donner. Il y a des gens qui savent mobiliser, qui ne continuent pas à mobiliser. Il y a des gens qui savent écrire, qui savent porter la voix ailleurs. D'autres ont des réseaux. Vous voyez, ils n'ont qu'à utiliser leur réseau. D'autres ont de l'argent. Ils n'ont qu'à utiliser l'argent pour l'objectif global que nous avons. Mais il ne faut pas attendre de tout le monde qu'il fasse la même chose. Dans cette lutte-là, je dis toujours que nous sommes une équipe. Et dans une équipe, quand on prend une équipe de football, il y a les buteurs, il y a les défenseurs, il y a le gardien. Même si on prend un exemple au niveau même de l'armée, dans un combat, il y a ceux qui sont au front et même aussi ceux qui sont à l'arrière, qui mobilisent l'arrière, qui nourrissent ceux qui sont au front, qui leur amènent des munitions. Donc c'est comme ça que nous devons nous s'organiser et c'est ce que je dis toujours. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous vous basez sur l'organisation. L'organisation, on doit continuer de nous organiser. On va voir si Binafan Koya va encore développer plus. Hein. Donc, Binafan Koya, je rappelle que vous êtes secrétaire national de FDF, Force démocratique pour la République, et justement, votre parti a participé à ces élections municipales de 2025. Donc, boycott total pour ce vieux débat qui continue. D'ailleurs, je ne sais pas si vous menez toujours ce
débat au sein des leadership au Togo, j'allais dire, hein, mais du moins au Togo ou bien dans la diaspora, sur les réseaux sociaux, je l'ai dit, ce débat se mène depuis au moins 2 semaines déjà par des intellectuels togolais au niveau de la diaspora. Ce ne sont pas le Togolais lambda, hein, mais ce sont des intellectuels que je connais aussi. Hein, donc, on n'arrive pas à s'organiser, on arrive, tu vois, à s'invectiver, on te dit, ah, moi j'ai raison, toi tu as tort. Donc, comment maintenir la mobilisation contre la dictature au Togo dans ces conditions après ces élections? Binafan Koyan. Oui, Sylvain, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez une fois encore. Non, vous savez, par rapport aux élections locales, le sort que le peuple togolais a réservé à ces élections locales doit nous réjouir, nous qui voulons le changement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tous les près de 80% des gens qui ne sont pas allés voter, c'est essentiellement des partisans du changement. Donc, ils ne sont pas allés voter parce qu'ils sont instruits par le passé, par l'expérience, que les élections, leur voix ne comptera pas. Donc, c'est pourquoi ils ont voté et ils ont boycotté l'élection. C'est une forme d'expression. Ils se sont d'accord avec eux. Moi-même, qui suis un acteur politique, je ne suis pas allé aux élections, je ne suis pas allé voter. Parce que le vote au Togo n'est pas un pouvoir, c'est devenu un simple devoir citoyen, dépourvu de tout sens. Parce que vous allez voter, mais les gens vont traficoter ça. Donc, ça veut dire que tous ces gens qui ne sont pas allés voter, ils sont pour le changement. Habituellement, dans une élection qui n'est pas transparente, les partisans du dictateur vont toujours voter. Ceux qui croient que l'on n'aura rien qui ne votent pas. Donc, c'est les partisans de l'opposition. Ça veut dire qu'on a au moins plus de 80% des Togolais qui veulent le changement et qui veulent que ce régime la parte. Donc, il nous revient, nous les acteurs, nous qui sommes à l'avant-garde de la lutte pour le changement, y compris dans la diaspora, de nous organiser. Parce qu'on ne peut pas maintenir la mobilisation dans l'inorganisation. Donc, il nous faut un cadre qui mobilise. Un cadre dans lequel nous réfléchissons et nous développons une stratégie pour aller à la mobilisation. Il nous faut un instrument de lutte. Voilà, donc, ce que je vois, ce que chacun de nous, comme vous venez de le dire, bon, chacun de nous dit que sa stratégie est la meilleure, et puis bon, on fait des actions éparses. Des actions éparses, ça ne s'inscrit pas dans une stratégie. Nous devons avoir une stratégie globale. Nous, les partisans du changement, nous devons avoir une stratégie globale qui se déploie aussi bien sur le terrain au pays que dans la diaspora. Donc, il nous faut nécessairement un instrument de lutte. Certains ne voulaient pas les élections, d'autres sont allés aux élections avec des raisons valables. Maintenant, le résultat, nous sommes là. Le régime uni, comme on pouvait s'y attendre, a tout raflé en volant. Ça n'est pas uni, ne peut pas gagner une élection à la loyale. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons à la case de part. Donc, il faut que les partisans du changement, notamment ceux qui sont à l'avant-garde de la lutte, s'organisent avant de déployer leur stratégie. Et moi, je suis convaincu que la mobilisation, si on met en place un cadre de mobilisation, si on met en place un instrument de lutte, nous pouvons encore réveiller le peuple togolais parce qu'il faut aller dans tous les recoins du Togo pour dire aux Togolais que ce changement de constitution-là, c'est juste pour instituer un régime, un pouvoir héréditaire et que ce n'est pas acceptable. Mais ce que je déplore, que vous avez déploré, c'est que parfois, ceux qui ne sont pas pour les élections, bon, comme c'est facile, ils disent aux gens, que tous ceux qui sont allés aux élections, c'est des collaborateurs du régime. Bon, c'est nous-mêmes par ces propos-là, on affaiblit la lutte. Voilà, donc on ne peut pas dire, personne ne peut me convaincre, moi, au Togo, que tous les partis de l'opposition qui étaient aux élections sont des collabos. Voilà, c'est notamment ce débat-là que tu déplores, que je déplore. Mais tout ça, c'est dû au fait que nous ne sommes pas dans un cadre. En tout cas, Binafan Koya, peut-être que je peux me tromper au niveau de la diaspora. Oui. Et moi, je suis beaucoup de live TikTok, je suis beaucoup de plateformes WhatsApp, pour comprendre ce qui se passe. Parce que c'est un vieux débat d'ailleurs qui nous a toujours divisés. N'allez pas, les élections ne sont jamais transparentes au Togo. Donc, les élections nous ont toujours divisés au Togo. Et ça, on le voit encore. Et on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et on reste sur ce débat et franchement, on ne s'organise pas comme il faut.
peut-être au Togo, entre vous leaders, ça se fait autrement. Non, c'est justement à ça que je voulais en venir. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, participationniste ou non participationniste, ce que tout le monde a fini par comprendre, les élections telles qu'elles sont organisées au Togo ne peuvent pas aboutir au changement. C'est une évidence. Si nous voulons utiliser les élections comme un moyen d'obtenir le changement, il faut qu'elles soient organisées autrement. Si elles sont organisées au conditions du RPT uni, ça n'aboutira à rien. Parce que vous allez remarquer, d'élection en élection, depuis 90, c'est le régime qui se renforce et que c'est l'opposition qui s'affaiblit. Voilà, l'opposition est partie de la majorité en 80 à aujourd'hui seulement 5 députés. Donc ça veut dire que les élections là, telles qu'elles sont organisées, n'ont servi qu'au régime RPT uni. Mais nous ne devons pas nous arrêter là, commencer par nous tirer dessus, alors que la bataille est encore devant. Ça fait partie de notre parcours. On doit tirer les leçons de notre parcours, boycott et participation. On doit tirer des leçons de ça pour mettre en place une nouvelle stratégie globale que nous déployons à travers plusieurs actions. D'accord. Voilà ce que moi je crois que nous devons faire. Mais on n'arrivera à rien en se tirant dessus que ceux-là sont des collabos, ce n'est pas la meilleure stratégie. D'accord. Mais en même temps, moi je vous dis ceci. Moi, je n'étais pas pour les élections, mais je ne peux pas accepter que les gens fassent croire au peuple togolais que la participation aux élections empêche la révolution. Ceux qui sont allés aux élections, l'espérance a montré que c'est eux en même temps qui se mobilisent lors des meetings de contestation. Donc, la participation aux élections n'arrête pas la révolution. Je nous en prie. Donc, voilà, c'est ce que je voudrais dire. Je vais relancer T. Nyamasadi Lossonelou, mais je vais quand même reposer, remettre dans ce débat votre inquiétude. Est-ce que la participation aux élections empêche-t-elle la révolution de se faire au Togo, puisque Atakpama Nindewa, auteur du livre La nuit est longue, mais la révolution vient. Je pense qu'il est bien positionné pour répondre à cette inquiétude-là. Alors, T. Nyamasadi, lorsque vous avez suivi tout à l'heure Atakpama Nindewa et depuis Lomé et Binafan Koyan, je vous repose la même question. Comment maintenir la mobilisation contre la dictature au Togo après le boycott massif des élections municipales de 2025 par le peuple, boycott total? Le peuple ne croit plus aux élections. Ça fait très longtemps d'ailleurs que les élections ont perdu tout leur sens au Togo. Merci pour la question. Je voudrais dire que je comprends l'argumentaire de mon frère et ami Atakpama et également de Binafam. C'est des acteurs du terrain. Et ce qu'ils disent ont absolument une valeur, je dirais, factuelle et reflètent le sentiment profond des Togolais par rapport à ce régime militaro-monarchiste sexagénaire qui a vidé la démocratie, le droit de vote de sa valeur à travers la fraude, la violence, et qui forcément amène la population à cet état d'âme, à cette situation. Mais permettez-moi quand même de marquer une forme de rupture avec cette façon de penser et qui me semble perd toute légitimité stratégique et qui fait tout simplement appel à un sentiment de frustration, à un sentiment de résignation, à un sentiment de manque de lisibilité d'action stratégique face à une dictature qui utilise la fraude et la violence. J'ai le sentiment que cette stratégie de boycott est le résultat, in fine, de ce que veut le régime, pousser le peuple togolais, pousser l'opposition à abdiquer par rapport aux outils pacifiques, légitimes, qui, quel que soit le déni du régime, restent quand même des outils légitimes d'un peuple. La seule façon pour un peuple
d'exprimer sa légitimité, son pouvoir, c'est par le vote. On comprend que le régime a tout fait pour vider ce vote. C'est pas parce que le régime a tout fait pour vider le vote de sa puissance, de sa valeur, que nous allons abandonner ce droit dans les mains du régime. Alors, je n'arrive pas à comprendre la stratégie, n'est-ce pas, de certains leaders politiques ou de certains courants politiques qui confortent le peuple dans ce retranchement, dans cette démission, et après appellent le même peuple à se mobiliser. Et donc, de mon point de vue, il y a une erreur stratégique. Alors, comment relancer la remobilisation? Il me semble qu'il faut avoir une clarté d'approche stratégique, d'analyse de profondeur en termes de projection stratégique pour comprendre réellement dans quelle avenue il faut engager le peuple togolais pour la libération nationale. Cette confusion nous affaiblit, cette confusion nous émascule, cette confusion enlève au peuple togolais sa capacité de se mobiliser et d'aller vers la rupture avec ce régime. Si vous permettez, je vais quand même faire, je dirais, une forme de rappel historique. Vous voyez, en termes d'analyse politique, quand vous prenez la lutte du peuple togolais depuis ces 30 dernières années, l'opposition togolaise a choisi le pacifisme, c'est-à-dire la prise du pouvoir par des instruments légaux, les partis politiques, et par le moyen républicain, le vote ou les élections. C'est le choix que l'opposition a fait et c'est indéniable. Alors, quand vous faites ce choix politique, eh bien évidemment, il faut être conséquent avec soi-même. Et ce choix, vous faites face à une dictature qui vous enlève la force, qui vous enlève l'énergie, qui fait en sorte que cette stratégie ne marche pas. Donc, vous êtes devant une aporie du raisonnement, vous êtes devant un angle obtus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut tout abandonner puisque vous ne changez pas fondamentalement de paradigme? C'est-à-dire que vous ne prenez pas les armes. Vous ne choisissez pas de changer les paradigmes. Vous restez toujours pacifique. Et vous vous émasculez de ce qui vous reste comme arme pacifique de combat. Et là, il y a quand même une contradiction flagrante qu'il faut quand même mettre, attirer l'attention des hommes politiques, des leaders politiques ou des analystes politiques sur ce sujet. Du moment où vous restez dans ce pacifisme, vous ne pouvez pas abandonner le vote. Des exemples concrets. Depuis 1994 jusqu'à 2025, il y a eu à peu près 7-8 élections. Et l'opposition a boycotté ces élections, comme le proposent certains aujourd'hui. L'opposition a participé à ces élections, comme le proposent aussi certains. Faisons un bilan. 1994, première élection plus ou moins libre au Togo, depuis celle de 1958. D'abord 93. Mais le peuple togolais s'est mobilisé. Grève générale illimitée, plus de 9 mois, des violences, des marches, en tout cas tout ce que le peuple togolais peut faire pacifiquement contre ce régime. Mais à la fin des comptes, l'opposition se retire de l'élection de 93. Est-ce que Yadema n'a pas été élu et a dirigé le Togo? Oui. Nous l'avons subi. 94, cette même opposition décide maintenant d'aller à ces élections dans les conditions qui n'ont pas changé en réalité. Le résultat, Agboibor et Edem Kodjo, l'UTD et le cas arrivent à avoir une majorité relative qui a quand même permis qu'ils puissent gérer le pouvoir du point de vue du gouvernement et de l'Assemblée. N'eût été leur division, ils auraient pu garder l'Assemblée et également influencer le cours des choses par la suite. 99, ils boycottent les élections. Le EPT prend tout et change la Constitution de façon à ce que le troisième mandat saute. Nous avons mis beaucoup de temps à pouvoir revenir sur ce changement constitutionnel. Jusqu'à ce jour, nous n'avons plus réussi à remettre ces deux mandats. La dernière fois que ça a été remis en 2019, puis après ça a été sauté quelques années plus tard. Voilà des erreurs stratégiques
que je ne comprends pas qu'on puisse mener un combat sans avoir une mémoire historique sur les conséquences des actes que nous posons. Nous sommes dans l'immédiateté, nous faisons les choses par sentiment ou par dépit par rapport aux autres forces politiques et on en vient à avoir nos yeux que pour pleurer. 2003, on boycotte encore ces élections. 2018, on boycotte 2018, on boycotte ces élections, ça nous a amené à la 5e République. Voilà les cas de boycott. Maintenant, prenons les cas où nous avons participé. Nous sommes dans un cas de figure où la participation ne règle pas le problème, c'est pas ce que je dis. La non-participation ne règle pas le problème. Mais entre deux événements, entre deux situations, pour un homme rationnel, entre le pire et le mauvais, un homme rationnel, on choisit le mauvais. Vous voyez? Maintenant, regardons la partie. 98, élection présidentielle, participation, d'abord 94, au moins ça a permis à ce que nous ayons le Parlement ou le gouvernement. 98, Chris Olympio participe aux élections, mobilisation générale. Et il y a des mains volées. Nous savons toute l'histoire. Mais qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné les éléments de la contestation. Ça a donné les éléments de la contestation. 2003, Boba Kitani participe, les éléments de la contestation 2005 également. Vous voyez? Mais à chaque fois que nous ne participons pas, nous n'avons pas les éléments de la contestation. 2020, comment on l'appelle? Feu Agboume participe, ça lui a permis de contester le régime. Donc, je ne comprends pas que les gens qui ont choisi le pacifisme se refusent à avoir les éléments de la contestation. Donc, ce n'est pas pour aller gagner les élections de 2025. Ce n'est pas pour aller gagner. Nous savons que le régime allait frauder. Mais l'objectif, c'est de permettre au peuple de rester résistant. La question n'est pas qu'ils vont voler, ils vont toujours voler. Mais après que nous ayons, puisque le vote est important, c'est le seul arme pacifique que nous disposons, pourquoi nous ne mobilisons pas le peuple à aller défendre ce vote? Et là, on n'est pas là en train de résister, on n'est pas là en train de protéger ce vote, on n'est pas là. C'est là le problème, la question n'est pas le vote, mais la question est la fraude. Et comment nous faisons pour faire face à la fraude? Là, tous ceux qui prônent le boycott sont abonnés absents. Et après, on se retrouve à parler de mobilisation. Donc, de mon point de vue, nous sommes dans une forme nous sommes dans une erreur stratégique qui nous paralyse et qui ne nous permet pas de lever l'énergie du peuple nécessaire pour aller de l'avant. Il faut résister par tous les moyens et en tout temps. Si. Attends, je sais que je vais vous relancer. Alors justement, je pense que vous rejoignez en gros la réaction totale de Binafan Koyan qui parle. Est-ce que la participation à ces élections municipales empêche-t-elle la révolution de se faire au Togo à Takpama Nyindewa? Je pense que pour Tché Nyamassali et Lossonlou, il a bien expliqué, c'est pourquoi je l'ai laissé évoluer comme il faut dans son développement. Est-ce que vous lui donnez raison à Takpama Nyindewa? Non, pas du tout. Mais je peux répondre rapidement à la question posée, revenir sur ce que M. Chéelou a dit, qui je pense que pour moi c'est du sophisme, ce qu'il vient de développer. Mais je vais revenir là-dessus. Par rapport à est-ce que la participation empêche la révolution, il ne faut pas poser la question dans l'absolu. D'accord. C'est la même chose quand on parle de ne pas aller aux élections. Ce n'est pas une question dans l'absolu. On ne rejette pas l'élection ou les élections. On rejette une façon d'organiser des élections dans un contexte donné. On dit dans ce contexte-là, ça ne va rien donner. C'est différent. Personne ne refuse les élections. Maintenant, est-ce que ça a empêché la dernière fois? C'est ça pourquoi je dis qu'il faut contextualiser la question. Est-ce que la dernière fois, l'élection a empêché la révolution? Oui. Puisque on a été divisé, il y a ceux qui étaient en train de donner de l'énergie pour les élections et ceux qui n'étaient pas là-bas. Donc, on n'était pas ensemble pour faire la même lutte. Donc, si on était ensemble avec la même stratégie, peut-être que ça allait donner autre chose. Donc, oui, à ce moment-là, cette division-là, où d'autres disent que on sait que les élections ne vont rien donner, mais on va aller quand même, et d'autres disent, mais comme vous savez que ça ne va rien donner, pourquoi vous ne venez pas pour que on fasse une révolution? Donc, oui, mais il ne faut pas poser la question dans l'absolu. Dans l'absolu, non.
Les élections ne peuvent pas empêcher la révolution, mais dans un contexte donné, oui, ça peut comme la dernière fois où... donnée, oui. Oui, exactement. Comme la dernière fois où on a vu qu'il y avait des manifestations qui sont en train de prendre au Togo. On a vu un petit peu, hein, on ne peut pas confirmer que c'est totalement, mais il y avait quand même un élan de mobilisation. Il y a environ deux mois derrière quand même. Donc pour vous, la participation à ces élections a coupé l'élan de cette mobilisation. Précisément, ces élections-là, oui, on pouvait avoir deux résultats si nos forces n'étaient pas divisées. Première chose. Deuxième chose, je voulais aussi revenir sur des propos de mon ami Binafam. Si moi, je ne fais pas attention à ce que des citoyens peuvent dire ici ou là, que ce soit sur Internet ou pas, mais si je prends mon bloc, le front touche pas à ma constitution, on ne peut jamais me donner le nom d'une personne parmi nous qui ait jamais dit ici que ceux qui participent aux élections sont des collaborateurs du régime. Non, nous, on n'avait jamais dit ça. Mais dire que participer va renforcer le régime, c'est différent d'accuser quelqu'un d'être collaborateur du régime. On parle d'une stratégie que si nous faisons ça avec notre bonne foi, avec tout ce que nous voulons faire, ça peut renforcer l'adversaire. Ce n'est pas encore accuser quelqu'un d'être collaborateur, c'est différent. Donc, en tout cas, moi, je ne connais personne au niveau du Front touche pas à la Constitution qui ait accusé quelqu'un d'être collaborateur du régime. Et ça, je ferme la parenthèse. Maintenant, revenons sur les élections. Quand on me dit c'est pour juste l'objectif d'aller aux élections, c'est d'avoir des éléments de contestation. Combien de fois vous voulez qu'on ait des éléments de contestation? Puisque, selon le développement de M. T. Elou, on a eu ça en 98, on a eu ça en 2005, on a eu ça, etc. Mais est-ce que ce n'est pas assez? Donc, chaque fois, on va toujours chercher de nouveaux éléments de contestation. Première question. Maintenant, dire qu'au Togo, on a choisi le pacifisme, que c'est tout ce qui a été dit au niveau factuel, c'est faux. Donc, je vous invite à lire mon dernier livre. La nuit est longue, mais la révolution vient. J'ai donné des exemples précis. On a essayé beaucoup de choses, y compris la lutte armée. Et il y a beaucoup d'exemples, que ce soit en 77 ou que ce soit en 91, 92, là, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le camp qui a été attaqué plusieurs fois et Adema a failli perdre la vie. Après, on a tué des gens, etc. On ne peut pas me dire qu'au Togo, il n'y a pas eu une frange de l'opposition qui n'ait pas essayé la lutte armée. C'est factuellement faux. On a fait ça aussi, ça n'a pas réussi. Bien, mais il y a des gens comme nous qui continuent pas à dire que... J'espère quand même de revenir sur ces propos parce qu'il faut quand même clarifier les choses. D'accord, attendez. Laissez Binafam... Je voulais laisser parler jusqu'au bout tout à l'heure. Excusez-moi, laissez-moi finir. Donc, au niveau factuel, c'est faux. Il y a eu la lutte armée aussi. Ça n'a pas donné ce qu'il faut. Maintenant, quand on dit on prend les élections, parce qu'on peut dire qu'on fait les élections, on conteste les résultats et puis on en fait une révolution. Ça n'a pas marché au Togo. Pourquoi? Parce que une élection, c'est une compétition. Les gens compétissent, ils se rentrent dedans, ils s'insultent sans penser parce que pour moi, en allant aux élections, ils n'ont pas pris ça comme une stratégie. S'ils avaient pris l'élection comme une stratégie destinée à faire une révolution plus tard, ils n'allaient pas se tirer entre eux. Mais c'est ce qu'on a vu au Togo. Ils se tirent entre eux, ils se tuent correctement. Et quand on donne les résultats, comment vous pouvez attendre que quelqu'un que vous avez traité de tous les mots en campagne vienne vous aider à faire la révolution pour vous donner le pouvoir? Donc ça veut dire que quand ils allaient aux élections, ils y croyaient. Ils n'ont pas mis en tête que c'est pour contester, c'est pour avoir des éléments pour contester les résultats. Après, sinon, ils auraient fait des alliances avant en disant on va aux élections, mais ne nous introduirons pas. Faisons en sorte que notre objectif, c'est pour contester les résultats après, puisqu'on sait qu'ils vont voler. Donc, c'est pour ça que je dis que les questions, ce n'est pas dans l'absolu. Dans l'absolu, on peut utiliser une élection pour faire la révolution, mais encore faut-il qu'il soit notre objectif pour qu'on prenne des mesures avant les élections, pour que entre personnes du même camp, on ne se déchire pas pour permettre de contester les résultats.
Mais en 98, quand on prend, parce que même quand on prend au niveau du nombre, on a fait des élections en 92, référendum. On a fait élection présidentielle en 93. 94, on a fait une élection législative. En 98, on a fait une élection présidentielle. Donc, toutes ces élections-là qu'on n'a pas boycottées, ça n'a rien donné. Et c'est les 2 ou 3 élections boycottées parmi plus d'une dizaine là qu'on vient me dire que c'est ces élections-là qui sont le problème. Je dis que c'est du soufisme. D'accord. Alors, je prends l'exemple de 98. L'année 98 nous montre bien que, ça nous montre clairement que dans une dictature, on ne peut pas utiliser l'élection puisque même on a arrêté de compter les voix quand Eyadema a compris qu'il avait perdu les élections, même dans les camps militaires devant Jésus Olympio. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait arrêter le comptage, n'est-ce pas? Il y avait les Européens, là, l'Union européenne qui avait les petits blancs là qui étaient venus comme observateurs. Ils sont allés bloquer la CENI là, qu'il ne faut pas qu'on vole. Mais on est venu les chasser, l'armée est venue les chasser et on a changé les résultats comme on voulait. Qu'est-ce qu'on a pu faire? C'est pourquoi je dis que devant un adversaire qui ne respecte rien, vous ne pouvez pas venir avec votre bonne foi que c'est républicain, un rendez-vous républicain, on doit y venir. Non. D'accord. On comprend, on comprend. Avant de relancer Binafan Kouyan, permets-moi de redonner la parole à Tchi Nyamasadi Losonelou, qui n'est pas totalement d'accord sur la réaction de Atakpama Nyendewa. Mais cette fois-ci, vous devez être un petit peu court, puisqu'on doit revenir sur l'essentiel de ce débat. Comment maintenir maintenant la mobilisation contre la dictature au Togo après le boycott massif des élections municipales de 2025 par le peuple. Donc on doit chercher la solution quand même si on n'est pas d'accord sur le boycott ou bien sur la participation aux élections. Et Losonelou. Merci Amos. J'avoue que je suis un peu surpris du développement de monsieur Atakpama, que je respecte beaucoup, parce qu'il se donne dans la réflexion stratégique et également historique. Donc, j'attends de lui quand même que les éléments qu'ils avancent contribuent à éclairer le peuple et non à semer la confusion ou encore à précipiter les gens dans une forme d'ignorance. C'est important que nous gardons quand même le niveau de débat assez élevé. Quand j'évoque le choix stratégique de l'opposition, je veux que M. Atakpama ne fasse pas de confusion. Quel groupe ou quel courant politique a choisi la lutte armée? Est-ce qu'il peut me donner le nom? Depuis ces 30 dernières années. Et combien de temps a duré la rébellion? Donc, quand on évoque des épiphénomènes, des cas ou des moyens ou des attentats ou des opérations commando chirurgicales qui ont été très circonscrits dans le temps, on ne peut pas dire que c'est des choix stratégiques de lutte politique. Je ne connais pas au Togo un groupe politico-militaire qui combat le régime avec les armes. Je n'en connais pas. Alors peut-être que je n'ai pas toutes les informations. Monsieur Atakpama peut m'éclairer là-dessus et me donner ce groupe-là qui a choisi. On ne va pas quand même s'attarder sur ce débat-là. On va pas quand même s'attarder là-dessus. Les attentats, que ce soit en 93 ou en 86 ou ces cas ne peuvent pas être réduits ou en tout cas à dire que c'est des luttes armées. Donc je vais tirer ça au clair. La seconde chose que je dis, vous savez, Pyramide s'inscrit dans la rupture, dans la pensée rebelle. Et donc, en termes de résistance, nous maîtrisons les tenants et les aboutissants et les armes de résistance qu'il faut. Et nous ne voyons pas du tout, justement, ceux qui choisissent le boycott s'inscrivent même dans la logique, dans le b.a.-ba de la résistance. Et c'est là la critique qu'on porte à cette posture. Et nous disons qu'un peuple que vous pouvez vous préparer à la confrontation, à la rupture, eh bien, ce peuple-là, vous devez l'amener à être résistant à tous les niveaux.
le fait même que vous demandez à ce peuple-là que fondamentalement, le vote, votre maison à qui vous avez le titre foncier, le voleur va arriver. Et alors, quittez la maison et laissez la maison au voleur. Comme ça, vous pouvez montrer que c'est le voleur. Je ne comprends pas ce raisonnement. Je serai résistant, je serai un chef de guerre, que je demanderai que malgré... Excusez-moi, l'exemple là, c'est du sophisme. Comme je l'ai dit, c'est du sophisme. Malgré... Est-ce que je peux terminer? Malgré le fait que je sais que le voleur va arriver et que je n'ai pas le rapport de force, au moins, le minimum que j'ai l'intelligence. Dans la guerre, ce n'est pas seulement une question de rapport de force, c'est aussi la ruse, c'est aussi l'intelligence stratégique pour défendre mon territoire. Donc le vote est pour moi un droit inaliénable constitutionnel sur lequel le peuple togolais, quelle que soit la situation, quelle que soit la tendance de l'ennemi de le privé, doit s'accrocher jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, la vraie question, Amos, la vraie question n'est même pas là. La question est la capacité ou l'incapacité de défendre le vôtre, d'aller vers la rupture, d'aller vers la résistance. On se rend compte que compte tenu de la violence du régime, le peuple togolais, avec les armes qu'il dispose, choisit soit de fuir le pays, on est 2 millions de Togolais à l'extérieur, soit de se résigner, et c'est ça la majorité, c'est ça le boycott, se résigner, ou encore de se retrouver en prison. On a eu une centaine de prisonniers politiques, ou encore de mourir, et il y a eu 20 000 morts. Donc, il y a une question de rapport de force. Et là, ce rapport de force-là, quand vous interrogez les boycottistes, ils vous proposent des moyens pacifiques. Sortez, manifestez. Mais la manifestation ne résout pas le problème. Nous en sommes au cœur du débat. Voyez, donc ce n'est même pas une question de participer à une élection ou de ne pas participer à une élection, c'est la capacité pour un peuple de pouvoir disposer des armes de résistance pour faire tomber un régime. Et là, on n'en est pas là. D'accord. On n'en est pas là. On va se calmer. On va se calmer. C'est le vrai sujet. Maintenant, quand, regarde par exemple, on vient d'appeler au boycott, et c'est maintenant qu'on parle de stratégie à long terme, alors que c'est plat. Le régime va se moquer de nous. Le fait d'aller voter, c'est un acte de résistance. Le fait d'aller défendre ce vote-là, c'est aussi un acte de résistance encore légitime. Voyez, très légitime. Et c'est ça. Maintenant, on sait que on va avancer. Va nous imposer. Je termine là. Le régime va nous poser la fraude, va nous opposer la violence. Comment on déconstruit cette violence? Comment on fait en sorte que le rapport de force, le rapport de force soit de notre côté? Ou comment se fait-il que la peur, comment faire en sorte qu'on renverse la peur? Et c'est ça, c'est pas du sophisme. Et je pense qu'il faut faire attention aux termes qu'on utilise pour pouvoir quand même garder un débat courtois, parce que justement, le sophisme, c'est plutôt dire aux gens, boycotter, parce que vous allez confronter le régime. On se calme. Et après, ce peuple-là sort le lendemain pour aller supprimer, pour aller chercher les certificats de naissance. On ne va pas me dire qu'on dit aujourd'hui au peuple togolais de aller chercher les certificats de naissance. Je vais devoir... Depuis 2020, si on prend juste depuis 2020, le vote de 2020, depuis là, on n'a pas trouvé comment régler ça? Non, vous avez terminé. S'il vous plaît. C'est moi qui gère le débat. C'est moi qui gère le débat. Parce que, non, tiens, vous avez eu suffisamment de temps. Parce que ça revient à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On n'est pas d'accord sur le boycott. On n'est pas d'accord pour la participation à ces élections. Et je pense que ce débat a eu lieu un petit peu maintenant. Ce n'est pas le but vraiment de ce débat citoyen aujourd'hui. Alors, les élections sont derrière nous. Les élections sont derrière nous. Il n'y a pas encore Binafan Koyan qui a encore parlé. Donc, il a parlé. Vous avez parlé beaucoup, vous deux. Donc, je pense qu'on va recadrer ce débat. On comprend. Même si je vous donne 2 heures, vous n'allez jamais vous s'accorder. Non, j'ai 1 minute. Voilà. Non, s'il te plaît. C'est moi qui gère le débat. Alors, Binafan Koyan, vous avez suivi ce débat houleux. Bien évidemment, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux également. Alors, moi, je repose le débat. Et ça revient toujours à la même question. Alors, l'opposition, vraiment, a-t-elle tiré une leçon de ce boycott? Voilà, pour maintenant reprendre ou maintenir la mobilisation, comment arriver à une convergence d'action
entre les non-participationnistes et les participationnistes, évidemment, Koyan. Oui, merci beaucoup. Bon, j'ai suivi avec beaucoup d'attention M. Atakpama et M. Tché. Bon, je ne vais pas revenir sur ça, sinon ça va être long. Bon, ce qui est sûr, les élections ne peuvent être une occasion de mobiliser le peuple pour contester le pouvoir que quand elles s'inscrivent dans une stratégie. Dès que face à un dictateur, l'opposition multiplie les listes aux élections et comme l'a dit M. Atakpama, ce combat sur le terrain, à la fin, ce serait difficile de se mettre ensemble pour pouvoir lutter contre le dictateur et défendre le vote. Voilà, donc c'est ce que moi je voudrais dire pour terminer. Je ne vais pas revenir sur le développement historique que tu as fait. Il y a beaucoup d'observations à faire sur ça, mais ça va nous retarder. Maintenant, l'important, c'est d'aller de l'avant. Pour aller de l'avant, j'ai dit participationniste ou participationniste, nous sommes tous au point de départ. On a constaté que le régime s'est renforcé, mais qu'est-ce que nous devons faire? Mais nous avons aussi constaté que le peuple est majoritairement acquis à la cause du changement. Je l'ai dit tantôt, tous ceux qui ne sont pas allés voter sont des partisans du changement. Mais comment capitaliser sur le boycott? C'est ce travail-là qui nous aide maintenant à demander. Mais pour pouvoir catalyser sur ce boycott et mobiliser le peuple revers de l'avant, continuez pas à contester ce régime-là jusqu'à sa fin, j'en suis convaincu. Je l'ai dit au départ, nous devons trouver un cadre de mobilisation. Nous devons trouver un instrument de mobilisation. Les acteurs de la lutte, ceux qui sont à l'avant-garde, ne doivent pas agir de manière éparse. Nous devons discuter un instrument de lutte, y compris l'opposition en interne. Quand je dis opposition, c'est acteurs politiques, organisations, société civile, ainsi de suite, et l'opposition dans la diaspora. Nous devons discuter. On doit discuter entre nous pour mettre en place une stratégie globale. Vous savez, l'histoire a montré que partout les peuples opprimés ont uni leurs forces, ils ont eu plus de chances de renverser l'oppresseur. Donc, nous devons tirer le leçon de l'histoire au lieu de continuer dans les divisions inutiles. Aujourd'hui, c'est fini le temps de... Il ne faut pas aller, on doit aller, mais certains sont allés, d'autres ne sont pas allés. On constate que le régime est encore là et nous devons nous organiser pour mettre fin à ce régime unique, immonde, qui nous represse. Cela suppose qu'on se parle. Cela suppose qu'on mette en place un creuset dans lequel on va fondre les différents mouvements. Quand je dis fondre, ce n'est pas dire aux gens vous disparaissez, mais les différents pôles, on doit les mettre ensemble et on doit avoir une stratégie globale, un objectif global. C'est sur ce point que je voudrais faire. Vous qui êtes à Lomé, est-ce que vous voyez une lueur d'espoir quand on parle de convergence d'action? Puisque déjà, on se tire dessus, hein, parce que vous êtes y allé, vous devez parler, c'est ça. Non, je vais répondre. Je vais répondre. Ce n'est pas une question de voir une lueur d'espoir. C'est là que les opprimés doivent se mettre ensemble. Voilà, c'est le passage obligé. Tout le monde est conscient. Voilà, c'est-à-dire, les gens ont dit, les autres sont allés aux élections, ça a empêché la mobilisation, mais on a constaté que ceux qui ne voulaient pas aller aux élections aussi n'ont plus rien fait. Donc, ça veut dire que si on doit travailler ensemble, on doit se parler. Ce n'est pas une question de lueur d'espoir, mais c'est une obligation. Si notre objectif, c'est de venir à bout de ce régime. Donc, c'est à ce niveau que je voudrais faire une petite observation sur ce qu'a dit M. Tché, pour qui que j'aime bien. Je voudrais dire à Tché que oui, les élections sont un moyen de lutte pacifique, mais ce n'est pas le seul moyen de lutte pacifique. Il y a beaucoup d'actions que l'opposition peut déployer, le peuple togolais peut déployer dans le cadre de la lutte non violente contre le régime en place. D'accord. Tel que le boycott, c'est un moyen tel que les opérations ville morte. Parce qu'aujourd'hui, nous devons travailler à amener le peuple togolais à boycotter les entreprises qui soutiennent ce régime. Voilà, on ne va pas donner l'argent à des entreprises qui permettent d'acheter le gaz contre nous. Donc, il y a beaucoup d'actions non violentes qu'on peut déployer dans le cadre de la lutte non violente. Ce n'est pas seulement les élections. Les élections, c'est déjà passé. Quel que soit le cas, au Togo, encore dans 6 ans.
D'accord. Donc aujourd'hui, on va conclure. Nous n'avons pas autre issue. Nous n'avons pas autre issue que de mobiliser le peuple togolais. Et pour pouvoir le reçu, il faut qu'on soit dans un creuset. Voilà, il faut qu'on soit on ait un instrument de lutte et il faut qu'on se parle. D'accord. Il faut que les gens cessent de se tissu. Et si on le fait, on rend service au pouvoir en place. Mais contrairement à ce que peut-être j'ai pu entendre, non, le pouvoir aussi n'est pas serein. Hein. Quand vous êtes au pouvoir et vous allez vous organisez des élections qui sont boycottées par plus de 80% de la population, vous comprenez que votre illégitimité est encore plus poussée. Donc, mais comme le dit Tché, comment arriver à mettre le peuple togolais debout pour pouvoir être capable de résister contre le régime dans toutes les circonstances, c'est le travail là qui nous reste à faire. Tout à fait. Merci. On va conclure cette émission. Attaque Maman Nindewa, merci de votre disponibilité en ligne depuis Lomé. Vous qui nous suivez sur Radio Canal K, Radio Avouleté, TikTok Live. Tu veux déjà conclure? Oui, attends, tu auras la parole plus tard pour conclure aussi. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps, puisque vous avez parlé peu dans ce débat citoyen. Donc, continuez à tapoter, s'il vous plaît. Alors, Attaque Maman Nindewa, je vous avais prévenu, on va pas être trop long, parce que ce n'est pas parler beaucoup qui va nous montrer la vraie stratégie. Alors, participer ou ne pas participer, alors, les élections au Togo ont perdu tout leur sens dans ce débat houleux entre vous et Tché Nyamassadi. Je sais que même si je vous donne 2 heures, vous n'allez jamais vous accorder sur un sujet. Alors, comment structurer une mobilisation populaire durable après le boycott électoral pour certains qui a été un boycott réussi? Attaque Maman Nindewa, pour conclure ce débat. Ok, merci. Oui, tout à fait, vous avez raison, on ne peut pas s'accorder, même si vous nous donnez 10 heures de temps, je suis d'accord. Ce que je voulais, moi, dire clairement, et ce à quoi je crois, c'est que même ce débat sur les élections, pour moi, c'est une perte de temps parce que ce n'est pas le vrai problème dans notre avancée, en fait. Et en plus, comme le disait M. Binafam, c'est derrière nous. Donc, je suis d'accord avec Binafam sur un point, mais c'est dans la mise en œuvre que je peux faire une nuance. Pour moi, il y a déjà plusieurs creusets, plusieurs cadres pour cette lutte-là déjà, et dire demander, refaire un autre cadre, ça va créer encore des frustrations, des problèmes. Mais je pense que la rupture que nous pouvons faire, c'est de quitter d'une organisation horizontale, une organisation verticale, et revenir à une organisation horizontale. Et c'est ce qui est en train de se faire depuis un moment. Et j'ai vu que le peuple a fait beaucoup de victoires. C'est des petites victoires d'étape, mais c'est des victoires qui permettent d'aller plus loin parce qu'on se rend compte qu'on peut gagner ensemble. Donc, ça veut dire quoi? Concrètement, pour moi, il faut que, dans un premier temps, les gens qui ont... parce que nous avons tous le même objectif, mais on n'a pas les mêmes stratégies. Donc, dans un premier temps, parce qu'il faut faire en plusieurs étapes, les gens qui ont la même stratégie se concentrent sur ça, en sachant toujours, nous tous, dans notre tête, que nous avons le même objectif, il ne faut pas s'attaquer entre nous. Donc, ça veut dire que les participationnistes et les non-participations ne vont jamais s'accorder sur une mobilisation, même après les élections. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que ça doit se faire en plusieurs étapes. D'accord. Vous ne pouvez pas, en politique, est-ce que ça ne prend pas du temps? Est-ce que ça fait très très longtemps que le peuple togolais lambda attend quand même une union des forces vives de la nation au Togo? Non, s'il te plaît. L'union des forces vives n'est pas forcément l'union des appareils de parti. D'accord. On a fait l'union dans ce pays et ça n'a pas forcément donné les résultats parce que ce qu'on demande, c'est l'union du peuple. Du moment où de grandes parties du peuple s'unissent, on peut faire la différence. Mais c'est que pendant longtemps, les gens ont pensé que c'est l'union des leaders qui va faire l'union des peuples. Mais ce qui s'est passé récemment a montré que c'est pas forcément l'union des leaders qui va faire l'union des peuples. Mais ce qui est important, c'est l'union du peuple. Parce que on nous divise pour qu'on ne fasse pas la même chose.
Donc, pour dire ça, en stratégie, quand on veut faire quelque chose, il y a des étapes. C'est pourquoi je dis que aujourd'hui, ceux qui ont la même stratégie peuvent se concentrer là-dessus. Parce que c'est la première étape. Je peux vous poser une question. Est-ce que je peux poser une question à M. Atakpama? Oui, allez-y, très brièvement. M. Atakpama, comment l'union du peuple est difficile, est possible si les leaders sont divisés? Comment c'est possible? Je voudrais savoir. La dernière fois, on a vu plusieurs exemples. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous savez que l'union dont on a besoin même, c'est de rallier même des gens qui sont dans UNIR, qui comprennent que ce n'est pas le problème du Togo, ce n'est pas même contre UNIR, parce qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes. Ce qu'ils ont là, ils doivent sauver le Togo s'ils veulent sauver leur parti. Donc, c'est ça l'union, parce qu'on va casser même des gens qui pensaient que c'est bien de suivre fort, alors que maintenant ils comprennent que non, c'est aller dans un trou béant que de suivre fort, ils vont le laisser et forêt isolée. Donc c'est tout ça. C'est pourquoi je dis que souvent même, il y a toujours deux voies pour unir. Soit on commence par le haut ou bien on commence par le bas. On n'y arrive pas par le haut. Allons-y par le bas parce que même le bas va forcer. En 2017, c'est le peuple qui a forcé les leaders à se mettre ensemble dans la C14. C'est pas vrai. Donc, c'est la même chose. À chaque fois que le peuple. En tout cas, Binafam dit que c'est pas vrai. Ils sont obligés de se mettre ensemble. Ce n'est pas vrai. C'est ce qu'il dit. Hein. C'est ce que j'ai pu entendre. Parce que je ne vois pas comment... C'est pas... Attendez. Ça ne peut pas être débat. Hein. Dans votre conclusion, vous pouvez aussi faire votre... Voilà. D'accord, continuez. Je vais aimer finir mon raisonnement et puis après, comme on ne va pas beaucoup rester... Exactement, on va conclure. Donc, ce que j'explique... Voilà. Donc, ce que je disais, c'est qu'on peut faire ça, cette union du peuple, en plusieurs étapes. D'accord. L'étape fondamentale. Quand vous dites aux gens, regroupez-vous, c'est pour moi de l'idéalisme parce qu'on l'a essayé depuis 30 ans, ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi je ne dis pas pragmatisme. Posons d'abord un premier pas, le deuxième pas va suivre forcément, parce que ce serait une conséquence. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il y a des choses. Par exemple, il y a une bonne action que M. Binafam vient de dire. Il faut assécher le régime. C'est les piliers du pouvoir. Il faut casser ces piliers-là. Donc, ça veut dire que on n'a pas besoin tous de se mettre ensemble en même temps aujourd'hui pour pouvoir réussir ça. D'accord. Parce que des gens peuvent lancer ça, tout le monde va le faire et vous allez voir que c'est pas l'action qui va nous unir, c'est l'action sur le terrain qui va nous unir fondamentalement. Moi, je suis optimiste. Je sais que c'est les actions sur le terrain qui vont nous unir pour aller loin. Je suis optimiste. Mais je dis qu'il faut faire des actions. Mais comme il ne faut pas rester en disant que c'est seulement quand nous serons ensemble qu'on va commencer à poser les actes. D'accord. C'est pourquoi je dis que, par prudence, aujourd'hui, là, ceux qui ont la même stratégie posent la stratégie, les autres posent, et ça va nous unir forcément parce que nous avons le même objectif. Merci. Merci en tout cas à Atakpama Nyendewa, auteur du livre « La nuit est longue, mais la révolution vient ». Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé pour ce débat citoyen, débat très houleux d'ailleurs, hein, mais on a fini par se comprendre qu'il faut une mobilisation des forces vives, même si on ne parle pas d'union des leaders, d'union du peuple, ou soit union du peuple qui fera aussi ce rassemblement, ce grand rassemblement d'ailleurs. Merci à Atakpama Nyendewa et le débat continue plus tard sur d'autres débats avec Radio Canal K, Radio Avouleté. Merci infiniment et bonsoir. On conclut également avec Binafam Koyan. On va être un peu très précis dans nos développements puisque le temps va très vite. Hein, Binafam Koyan, pour conclure ce débat citoyen. Non, monsieur Sylvain, je voudrais dire que nous sommes les hommes du terrain. Quand vous passez n'importe où à Lomé ou à l'intérieur du pays, les gens nous reprochent au sein de l'opposition d'être dividés. En effet, dit Minodoula. Chez moi, partout, on dit que partout, on dit soyez ensemble. Vous comprenez, non? Parce que il est difficile que si tel groupe lance une manifestation,
les militants appartenant à ce groupe ça va être difficile. C'est pour ça que moi, je crois que les acteurs qui sont à l'avant-garde de la lutte fassent l'effort de se parler et de trouver un cadre de discussion, au moins, pour qu'on sente qu'ils parlent d'une seule voix. Parce que si les gens ont l'impression que nous sommes divisés, ça nous prive du soutien de la communauté internationale, ça nous décrédibilise aux yeux des populations. Les gens ne comprennent pas pourquoi on se bat pour la même chose et on n'est pas capable de nous entendre. Donc, moi, je suis convaincu qu'il est important qu'on ait un creuset dans lequel on réfléchit, qu'on ait au moins un code de bonne conduite pour éviter de s'attaquer. En ce moment, on nous prendra au sérieux. Donc, voilà ce que je voudrais dire par rapport à ça. Il est important qu'on se parle et qu'on se mette ensemble. Mais Sylvain, dans le protocole que vous nous avez envoyé, je crois que c'est le temps. Mais je voudrais insister sur ça. C'est par rapport au rôle de la diaspora. Tout à fait. Qui est un maillon essentiel de notre lutte. Et l'histoire a montré que quand un peuple est opprimé, sa diaspora est d'un apport capital pour la libération de ce peuple. Aujourd'hui au Togo, toutes les manifestations sont interdites. Les manifestations sont réprimées à coups de balles réelles. Ce qui n'est pas le cas dans la diaspora, notamment en Occident. Donc, il est important. Notre diaspora fait déjà beaucoup, mais elle doit redoubler d'ardeur. La diaspora togolaise doit être une diaspora active sur le terrain et non sur les réseaux sociaux. Je vous en prie. Je sais, ce n'est pas une attaque, mais je les invite à faire plus que ce qu'ils ont déjà fait parce qu'ils ont au moins une marge de manœuvre plus large que ceux qui sont au pays. La diaspora togolaise doit être à l'image de la diaspora de la Côte d'Ivoire qui, pendant que Laurent Gbagbo était à la CPI, allait manifester chaque samedi devant la Cour pénale internationale. Il faut que notre mesure de s'organiser au moins 2 fois par mois, aller vers les institutions européennes pour crier leur ras-le-bol et faire comprendre la cause du peuple togolais. C'est important. En outre, la diaspora togolaise doit jouer beaucoup dans la diplomatie. Et je suis sûr que Thierry Lawson et son groupe, ils le font bien. Ils doivent redoubler d'ardeur. Parce que la diaspora est un maillon essentiel et peut nous permettre. Et là où la diaspora doit encore être importante pour la lutte, ce que toute lutte a besoin de moyens. Et donc, pour que la diaspora puisse nous aider, cela nous impose, nous qui sommes à l'intérieur, de nous organiser et de laisser notre division à côté. Je me répète, la diaspora togolaise doit être très, très active sur le terrain. Merci. Organisez-vous dans la diaspora pour harceler régulièrement les familles des gens qui nous dirigent, qui volent l'argent et qui vont le dépenser gratuitement en Occident. Organisez-vous pour les enfants qui sont dans les universités là-bas, eux-mêmes ils feront pression sur leurs parents pour démocratiser notre pays. Voilà ce que je voudrais dire pour terminer. Merci beaucoup. Et une fois encore, un salut fraternel à Thierry Lawson Elou et à mon frère Atakwama. Merci Binafan Kouya. Je rappelle que vous êtes secrétaire national de FDR, Force démocratique pour la République. Votre position, c'est Maître Doudia Pévon. Merci infiniment pour ce débat très, très, très constructif. Lorsque vous avez écouté nos 2 invités, tout se passe à Lomé au Togo. Ils sont à Lomé au Togo. Ils ont apporté des informations, des analyses très pertinentes d'ailleurs, des critiques aussi. Alors, pour conclure ce débat rapidement, comment connecter les résistances locales et les forces citoyennes à l'étranger? Puisque tout à l'heure, Binafan Kouyan a adressé un message fort à la diaspora. Pour conclure ce débat citoyen. Je suis absolument d'accord avec ce qu'il dit mon frère Binafam. J'apprécie son analyse qui est toujours fondée en pragmatisme et également sur la réalité du terrain. Alors, je pense effectivement que nous voulons tous, et moi en premier, le départ de Fort Eric et Nouk, c'est-à-dire ici et maintenant. Mais comment y arriver? Alors, il y a ce qu'on appelle en philosophie politique ce qu'on veut et la réalité. Et devant cette réalité, ça appelle non seulement à une forme de pragmatisme. Vous voyez, je suis de la diaspora, je suis au Canada, loin de la réalité togolaise. Ma posture la plus confortable, c'est d'appeler au boycott. N'allez pas, n'allez pas, n'allez pas. Mais à la fin de la journée,
les Togolais doivent sortir de leur maison et faire face à un certain nombre de réalités par rapport aux mairies que le RPT va nommer. Et pour moi, ça me fait mal de les voir aller ramper pour chercher un certificat de naissance pour leurs enfants, pour aller chercher un certificat de décès pour enterrer, ou en tout cas tous les services que normalement un État sérieux doit donner à ses populations. Je vois la détresse, je vois la situation. Maintenant, je veux bien faire partie fort immédiatement, mais j'ai pas les moyens pour le faire partie immédiatement. Je dois construire ce rapport de force. En attendant de construire ce rapport de force, ce qui, moi, m'a amené en politique, c'est l'humanisme fondamental. C'est-à-dire, je pense aux autres, à ceux qui doivent manger, comment ils peuvent s'être soignés, en attendant que je résolve le problème. Mais si je n'ai pas la capacité de résoudre immédiatement le problème, c'est là où je privilégie des petites batailles en attendant la grande bataille. C'est toute là la différence qu'il y a dans l'analyse que nous faisons aujourd'hui. Pour moi, la question fondamentale, c'est la résistance. C'est la résistance. Mais quand on appelle les résistants, ils sont absents. C'est de ça qu'il s'agit. La résistance suppose la constitution de rapports de force, suppose les moyens de lutte, suppose évidemment qu'on aille vers la confrontation avec ce régime. Mais vous voyez là, le peuple togolais, les moyens qu'on lui donne est tout à fait, on doit conclure. Maintenant, les élections sont derrière nous. Non, je ne parle pas d'élections. Amos, je ne parle pas d'élections. Vous devez comprendre mon raisonnement. Je ne parle pas. J'ai bien compris. J'ai bien compris votre. Les éléments de résistance, c'est là où il faut élever. Il faut donner les moyens de cette résistance. Ça prend de l'argent, ça prend de l'éveil de conscience, ça prend le fait qu'on déconstruise la violence, ça prend le fait qu'on puisse, à un moment donné, être capable d'engager ce combat-là pour renverser le régime. C'est de ça qu'il s'agit fondamentalement. Maintenant, sur le BABA, c'est-à-dire les minimums, je suis d'accord avec Binafan qui parle d'union. Mais quand vous interrogez cette union, je vais vous donner des exemples précis, Amos. Nathaniel Olympio est le responsable ou le coordonnateur de Ne touche pas à ma constitution. Ne touche pas à ma constitution est incapable d'organiser une action contre la 5e République, contre le tripatouage constitutionnel, contre... Non, mais je ne pense pas qu'on peut dire qu'ils sont incapables. Non. Non, pas du tout. Monsieur Nathaniel, je n'ai pas fait de procès. J'ai suivi... Après, tu vas parler. Il faut le laisser terminer. Non, mais il doit conclure. Monsieur Sylvain, si vous nous invitez, il faut quand même nous donner la parole, d'aller au bout de nos idées. J'ai suivi monsieur Nathaniel dit dans une conférence. Je sais pourquoi... Attendez. Je sais pourquoi, parce que je nous connais. Ou bien on reprend le débat. Exactement, on conclut une émission, s'il te plaît. Donc, quand vous voulez... Quand vous attaquez des gens nommément. Voilà, donc vous voyez... Attendez. Monsieur Nathaniel, je l'ai suivi dans une conférence de presse dire... qu'ils n'ont pas réussi s'il vous plaît, je sais que les... Est-ce que vous êtes en débat avec lui? De travailler ensemble. Bon, c'est un fait. Attendez. Écoutez, M. Nathaniel sur radio, à Jean-Pierre Fabre, qu'il est l'obstacle de l'alternance au Togo. Comment vous pouvez maintenant arriver à trouver une action stratégique? Alors, monsieur Atakpama fait du parallélisme. Monsieur Atakpama fait du parallélisme. S'il vous plaît, c'est le tourisme. Attendez. On n'a pas les éléments du combat. Ce n'est pas ça que je vous demande. Je vous demande de conclure. On ne peut pas lutter contre un régime dans ce genre de discours. Il faut épurer ceux qui sont des faux combattants qui sont dans l'opposition. Il faut les épurer. Parce qu'on ne peut pas faire une lutte avec des... Alors, moi, je suis obligé de vous retirer l'antenne. Bon, alors, je suis désolé, cette émission, elle ne devait pas être conclue de cette manière. Je comprends, c'est un débat très très houleux, donc toutes nos excuses, mais le débat continue sur Radio Canal K, sur Radio Avolete, sur notre compte YouTube. Merci de votre résistance. Avolete, tapotez et partagez pour la suite. Radio Avolete, l'esprit patriotique.